Donc moi, donc je suis David Villesèche, donc chargé de mission au CIMCRO, donc un établissement public local en charge de la gestion un peu intégrée de la ressource en eau souterraine sur la plaine de la Crau. Voilà, donc moi je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de l'étude Synergie. Donc on a conduit au cours de ces 2 dernières années, donc c'est une étude un petit peu une étude prospective, mais pour le coup donc prospective à l'échelle locale, donc à l'échelle de la masse d'eau, donc qui permet aujourd'hui au territoire du coup d'avoir des stratégies de gestion à l'horizon 2050 sur la table. Donc il y en a plusieurs. Donc moi je vous disais donc l'étude Synergie, une étude prospective donc à l'échelle de la masse d'eau. Donc, pour voir un petit peu localement comment un gestionnaire local voilà, peut proposer un petit peu des stratégies de gestion voilà, sur la ressource en eau face aux changements globaux, donc climatiques, et aussi, donc on va le voir sur la plaine de la Crau, un petit peu aussi tout ce qui touche l'aménagement du territoire, qui est quelque chose un paramètre qui est très important chez nous. Voilà, donc je vais vous faire quelques slides là pour commencer, pour rappeler, replanter un peu le décor, le contexte général sur la plaine de la Crau. Donc, qui en termes de prélèvement, donc c'est l'unique ressource en eau pour 270 000 habitants. Donc en millions de mètres cubes, c'est 25 millions de mètres cubes prélevés chaque année. Donc dans le réservoir souterrain. C'est également des usages agricoles à hauteur de 30 millions de mètres cubes par an et industriels entre 10 et 12 millions. Et on note aussi, donc du coup, comme sur pas mal de territoires, également voilà, des prélèvements sur les habitats diffus pour de l'AEP privé à hauteur à peu près de 3 millions de mètres cubes, mais ça, c'est un chiffre vraiment à vérifier. Et aussi quelque chose d'important, donc c'est une masse d'eau qui permet au niveau de ces exutoires d'alimenter en eau souterraine, donc des milieux humides assez particuliers. Voilà, en termes de prélèvement, du côté de la recharge, quand même quelque chose d'assez singulier. Donc voilà, sur la nappe de la Crau, donc c'est que on a une recharge annuelle qui donc à hauteur de 65%, qui provient en fait du coup d'un transfert d'eau depuis la Durance. Donc en gros, on a 65% de la recharge annuelle qui est une recharge donc artificielle. Donc de l'eau est prélevée sur la Durance via un réseau de canaux et qui permet du coup qui est utilisé donc au départ c'est des usages agricoles donc pour l'irrigation gravitaire de prairies de foin de Crau et qui par bénéfice collatéral vient recharger donc la nappe à hauteur de 65%. Donc, pour se faire à peu près une idée, aujourd'hui, en termes de prélèvement dans le réservoir, de prélèvement annuel, on dépasse en fait la recharge qui est due simplement aux précipitations locales. Voilà. Donc, voilà, prélèvement, donc recharge. Là, donc, en tant que gestionnaire, nous, on se retrouve un petit peu au centre au carrefour de plusieurs enjeux, donc réglementaires, avec la directive européenne, notamment qui hiérarchise un petit peu quelque part les usages, avec des priorités sur les usages eau potable, mais aussi, et c'est important de le rappeler, donc sur tout ce qui est préservation des milieux, donc des milieux humides, donc dépendants de la ressource en eau. Voilà, donc je viens d'en parler. Donc sur l'accro, on est aussi très dépendant un petit peu des choix qui peuvent être faits en Durance, un petit peu de tout le contexte sur le bassin versant durancien. Voilà, on peut citer les débits réservés ou bien la gestion de la retenue de Serre-Ponçon, avec notamment les usages économiques liés au tourisme, tout ça. Et donc, on en parle depuis ce matin, donc tout ce qui est un petit peu environnementaux, avec les changements climatiques en cours, voilà, donc un petit peu tous ces aspects-là qui peuvent à la fois être locales voilà, sur le territoire, mais aussi nous, on dépend en fait de manière plus large en fait de tout un tas de strates en fait qui viennent du coup pouvoir avoir un impact sur la ressource en eau sur le territoire. Voilà, donc un petit peu tout ce contexte-là, en fait, il a fait émerger donc depuis plusieurs années donc des problématiques donc qui se sont traduites dans l'étude Synergie de cette manière-là, c'est-à-dire qu'en gros, nous, on a posé les questions suivantes dans l'étude Synergie, c'est-à-dire donc quel sera l'impact du changement climatique sur la disponibilité en eau donc sur notre territoire. Donc, comment on pourrait réconcilier donc le développement de ce territoire et la satisfaction des besoins en eau.
C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire sur le territoire, du coup, en lien avec la disponibilité de cette ressource. Et aussi, et au bout du bout, et c'est peut-être ça aussi qui est très important, c'est comment, en fait, quelque part, quelle stratégie de gestion on pourrait envisager avec leurs avantages et leurs inconvénients à l'horizon 2050. Voilà, il va falloir faire des choix aujourd'hui. Donc, on a des scénarios sur la table, mais du coup, ces choix-là, ils auront leurs avantages et aussi leurs inconvénients, voilà, en termes techniques et financiers. Voilà un petit peu les problématiques. De manière générale, la méthodologie qui a été adoptée donc dans le cadre de cette étude-là. Donc, dans un premier temps, on a défini un petit peu donc on a parlé un petit peu de tous les enjeux qu'on pouvait avoir sur ce territoire. Donc, des indicateurs d'état spécifiques, donc c'est-à-dire pour tout ce qui est des indicateurs d'état sur l'alimentation en eau potable, sur l'alimentation en eau agricole, sur l'alimentation en eau potable, mais des particuliers. Donc, on va le voir plus tard, c'est quand même assez important en termes de gestion et de choix sur le territoire, et aussi d'indicateurs d'état sur les milieux humides. Donc voilà, donc ça c'était quand même assez important justement de disposer d'un panel d'indicateurs assez diversifié parce que derrière en termes de gestion, du coup tel ou tel indicateur voilà, ne sera pas impacté de la même manière. Donc, une fois qu'on a défini tous ces indicateurs, on va un petit peu travailler sur les évolutions possibles sur le territoire et les conséquences que ça pourrait avoir sur la ressource. Si on diminue de 20% la recharge, si finalement il y a tout un secteur, donc je vous en parlais, donc en termes d'irrigation, si on coupe l'irrigation très localisée sur un secteur, qu'est-ce que ça peut donner? Enfin voilà, on a exploré un peu le champ des possibles. Et donc, face à ce champ des possibles, quelque part, on a aussi imaginé, proposé 4 schémas de gestion, en fait, quelque part, pour la ressource, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et puis, on verra que c'est plutôt positif parce que voilà, on peut avoir la main sur cette résilience-là. Donc, on a un pouvoir d'action. Voilà, ça ne sera pas facile, mais on a quand même des leviers à notre disposition. Voilà, donc cette étude synergie, donc quand on parle d'un petit peu justement d'études prospectives, ça fait appel du coup, nous on a fait appel donc à un outil de modélisation, donc qui permet du coup de quelque part une fois qu'on a bien compris le système, de pouvoir finalement venir simuler un petit peu justement faire bouger telle ou telle variable pour voir un petit peu le résultat, ce que ça donne sur la ressource. Donc, une petite slide de rappel un petit peu sur l'intérêt, un petit peu le domaine d'application des modèles hydrogéologiques assez général. Donc, des outils de compréhension qui permettent de mieux comprendre un petit peu le fonctionnement global des systèmes aquifères. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de Synergie. Donc, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir quand même pas mal de données sur l'accro, mais du coup, c'est vrai que c'est un outil quand même qui nous a permis de mieux comprendre le système. En termes ça nous a permis d'établir déjà un bilan aussi global, en fait, un bilan hydrologique global sur les entrées, les sorties. On a calé le modèle, on l'a validé. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez importantes à disposer. Aujourd'hui, on a un bilan hydrologique détaillé et complet sur le territoire. Donc on a compris comment fonctionne le cycle hydrogéologique sur l'accro. Et c'est qu'à partir de là, qu'après, derrière, on peut se dire que cet outil-là, il peut être utilisé en termes de gestion et de prédiction. Donc, notamment, on le disait, pour voir un petit peu, tester différents scénarios, si on augmente les prélèvements, si on diminue la recharge, voilà, toutes ces choses-là, et notamment aussi, entre autres, donc si on diminue la recharge, notamment en lien avec les changements climatiques, et un petit peu sur quoi on pourrait agir pour venir justement compenser ces déficits-là qui vont arriver, quoi. Voilà. Donc, le modèle hydrogéologique, une petite slide, donc la chaîne de modélisation, donc on a dénommé micro, donc pour modèle hydrogéologique donc de la CRO. Donc le CIMCRO a eu la chance de pouvoir travailler avec une unité mixte de recherche, donc EMA, donc sur Avignon. Et donc c'est un partenariat qui a permis justement du coup de développer cette chaîne de modélisation. Donc c'est remarquable puisque du coup c'est un partenariat un petit peu recherche gestionnaire qui a permis de faire le lien entre tout ça et de pouvoir appliquer justement tout ce qui peut être développé dans le domaine de la recherche à vraiment
pour faire de la gestion derrière. Donc, en résumé, hein. Mais du coup, on a un modèle de surface qui a été développé justement. Donc, c'est un modèle hydro-agronomique, voilà, hydrique et agronomique. Nous, on s'en sert principalement donc dans le cadre de cette chaîne de modélisation pour quelque part venir simuler en fait la recharge par les irrigations. Donc la recharge qu'on va introduire dans le modèle souterrain. Donc on a vraiment voilà, quelque chose de spatialisé, donc à la parcelle, quelque chose de très très précis. Et donc ce qui va nous permettre aussi derrière justement de pouvoir venir tester pas mal de scénarios voilà, sur cette recharge. Donc après, puis un modèle hydrogéologique classique, donc développé avec le code Modeflow, donc qui permet du coup de générer après des bilans de masse au niveau du réservoir et des surfaces piézométriques et des rabattements de nappes qu'on va venir comparer après avec justement la position des crépines sur les captages AEP par exemple, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dedans. Mais vraiment, voilà, on voulait insister sur justement le bénéfice que nous a apporté justement ce partenariat avec l'UMR et EMA. Voilà, donc une fois qu'on a ce modèle-là, qu'on l'a calé, qu'on est sûr qu'on a compris le système, comment il fonctionne, derrière, il va falloir le nourrir. Donc, dans le cadre de cette étude synergie, il y a un petit peu de la concertation, des ateliers de concertation qui ont été menés pour justement venir solliciter un peu l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, sur finalement, quelle serait l'évolution possible du territoire, quelles questions il faut qu'on se pose. Donc là, nous, on voit que voilà, on travaille sur les aspects un peu développement territoriaux et notamment urbanisation. Donc c'est vrai que chez nous, c'est assez particulier parce que du coup, l'urbanisation a tendance à se faire donc sur pas mal de territoires, c'est pareil, mais nous sur les prairies irriguées, mais du coup, nous en fait, on a double effet, c'est-à-dire qu'en gros, donc on urbanise une prairie, ça veut dire qu'on va venir tronquer la recharge. Et et en plus, du coup, ça veut dire urbanisation, donc potentiellement des prélèvements supplémentaires. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire un peu comment on peut imaginer le développement du territoire à l'horizon de 30 ans pour justement ne pas venir trop impacter l'équilibre sur la ressource. Donc voilà, demain un petit peu sur les modèles agricoles. Donc on voit aujourd'hui que on est sur une pratique agricole qui dépend, enfin si vous voulez, une recharge qui dépend grandement d'une pratique agricole. Donc aujourd'hui, ces modèles agricoles, donc le foin de Cros, voilà, aujourd'hui c'est un AOP, donc c'est une filière qui aujourd'hui marche. Mais demain, on ne sait pas trop de quoi sera fait l'avenir. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi quelque part des questions à se poser sur qu'est-ce qu'on veut faire sur ce territoire en termes de développement agricole. Voilà, on sait qu'il y a des cultures peut-être plus industrielles qui répondent voilà, aux lois du marché, de l'offre et de la demande. Voilà, on peut citer notamment peut-être un petit peu le développement d'amandiers, de choses comme ça qui, du coup, finalement, quelque part, c'est des pratiques agricoles qui vont venir prélever de l'eau dans le réservoir, mais pas forcément en amener. Voilà, donc toutes ces choses-là. Donc en termes de gouvernance également par rapport à justement, on le citait un petit peu, tout le partage de l'eau endurance, comment on peut organiser ça. Et puis aussi donc tout ce qui est en termes de climat, c'est-à-dire un petit peu finalement à quoi on peut s'attendre au niveau local, territorial, mais aussi au niveau des Alpes, hein, parce que comme je vous le disais, nous on dépend quand même aussi de tout ce qui peut se passer sur le bassin versant de la Durance. Donc à quoi on peut s'attendre sur le territoire. Voilà, une fois que donc ces ateliers ils ont eu lieu, donc ils nous ont permis finalement de venir après traduire un petit peu justement tout ça en chiffres un petit peu. C'est-à-dire que donc aujourd'hui on a développé sept scénarios dits structurels qu'on est venu tester dans le modèle. Donc voilà, avec un petit peu l'effet des changements climatiques, si on va venir tester un petit peu de l'étalement urbain pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner avec différents itinéraires techniques dans le modèle. Mais voilà, donc on en parlait en termes d'agriculture. Donc si on convertit du coup une partie des prélèvements de croix en arboriculture, qu'est-ce que ça pourrait donner? Voilà, la baisse des volumes d'eau alloués à l'irrigation. Voilà, tout un tas de scénarios structurels qu'on a testés. Je vais vous en présenter que deux aujourd'hui, sinon ça serait un peu long. Donc deux scénarios un peu contrastés. Donc le premier avec finalement quelque part où on va venir diminuer de 20% les volumes de recharge annuels.
donc de manière assez diffuse sur le territoire. Voilà, on n'est pas sur une réduction donc localisée à un endroit donné. Donc on va venir appliquer, réduire de 20% la recharge sur l'ensemble du territoire. Voilà, et puis un autre scénario qui, bon, quelque part, qui s'est voulu un peu extrême, mais on a souhaité quand même le présenter, où finalement, quelque part, ben justement, on retire toute la recharge donc artificielle sur la nappe de Crau et on regarde un peu ce que ça donne. Voilà, donc pour le premier scénario, donc quand on baisse de 20% un petit peu les volumes d'eau alloués à l'irrigation, on voit que déjà, ces 20%-là, ils vont avoir un impact sur le territoire, sur les indicateurs. Donc, je n'ai pas développé la manière dont ont été développés les indicateurs, mais je trouve que cette carte, elle est assez parlante. Donc, on voit finalement aujourd'hui que là, en baissant de 20% ces volumes-là, on va impacter donc certains indicateurs. Donc, principalement, c'est les zones humides, donc les milieux. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et les prélèvements agricoles qui se retrouveraient soumis quelque part à une tension qui peut être qualifiée de quand même de très forte. Voilà, et notez, donc là, on n'a pas d'indicateurs, donc là, ils ne sont pas tous identifiés. Mais tout ce qui est AEP non collectif, c'est des choses qui réagissent quand même assez comme les zones humides et c'est des choses qui réagissent quand même assez rapidement voilà, aux baisses de volume de recharge. Et c'est structurel, en fait. C'est-à-dire que les captages AEP, aujourd'hui, ils ont été dimensionnés pour recouper quand même l'ensemble donc de l'épaisseur du réservoir. Tandis que sur les captages privés, généralement, bon, voilà, ils ne dimensionnent pas leur forage voilà, pour recouper l'ensemble de l'aquifère. Donc, ils sont structurellement un petit peu plus vulnérables. Voilà. Donc, deuxième scénario, donc là, finalement, on enlève toute la recharge artificielle sur la nappe. Donc, on voit que là, du coup, on se retrouve dans un état qui n'est pas soutenable, en fait, pour les usages. Donc, on se retrouve avec quand même tout ce qui est donc zone humide, agriculture, captage AEP donc non collectif qui se retrouvent impactés. Et aussi certains captages AEP qui sont quand même structurellement, voilà, qui n'ont pas été faits de manière tout à fait optimale. Voilà. Et donc on voit que bon, on reste quand même sur des états de tension sur certains ouvrages donc pour l'eau potable qui sont satisfaisants. Alors, ça s'explique parce qu'ils sont situés donc sur des endroits qui sont donc très transmissifs et donc les forages, ils recoupent quand même une puissance de nappe assez importante. Mais voilà, donc c'est un petit peu, voilà, c'est quand même des résultats pour le territoire qui sont importants parce que du coup, ça nous permet aujourd'hui quelque part de mettre des chiffres, de quantifier finalement justement via des indicateurs, du coup tout ce qu'on sait déjà, mais aujourd'hui on a quand même des chiffres. Voilà un petit peu, donc quand on teste un peu des scénarios comme ça, donc face à ces constats-là, donc aujourd'hui, on se pose pour que cette étude elle puisse avoir vraiment du sens pour les élus et les décideurs un petit peu des territoires, il faut que derrière, voilà, on puisse proposer des schémas de gestion. Donc comment on peut s'adapter face justement aux problèmes que pourraient poser des réductions de la recharge. Donc aujourd'hui, si on considère voilà, les changements qui vont s'imposer à nous, donc en termes locaux, donc le changement climatique, c'est 20 millions de mètres cubes par an à l'horizon 2050, de moins en termes de recharge locale par les précipitations, et voilà, quelque chose comme 10% en fait, qui arriverait en moins depuis la Durance. Donc, face à ça, on peut adopter, donc il y a différentes stratégies qui ont été mises sur la table, étudiées. Donc, ces stratégies donc, dites d'inaction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on reste un petit peu spectateur, on suit la tendance actuelle avec une tendance à la diminution des surfaces de prairies irriguées, donc voilà, une diminution de la recharge artificielle sans forcément pouvoir compenser, justement ces pertes-là. Et puis voilà, sans forcément optimiser aussi, donc je passais assez rapidement sur les canaux, donc tout le fonctionnement des canaux et les pertes aux exutoires qu'on peut avoir actuellement. Donc, on peut aussi imaginer, donc en termes de stratégie, on peut se poser la question de la naturalité des milieux humides sur l'accro, qui finalement, quelque part, se sont mis en place
parce qu'il y avait justement depuis plusieurs centaines d'années, il y a un transfert d'eau depuis la Durance. Donc finalement, quelque part, on peut se poser la question de se dire, bon, si on réduit nos objectifs environnementaux et de préservation de ces zones humides, peut-être qu'on peut arriver aussi à faire des choses si on ne tient pas compte de ces milieux-là. Voilà, ce qui est quand même un peu limite en termes de réglementation, mais voilà, on s'est quand même posé la question. Une stratégie un petit peu quelque part de conservation de l'état actuel, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, on essaie de figer un petit peu le territoire et que si toutefois à l'avenir il y a de l'urbanisation, d'essayer de compenser au maximum, donc à 100% quelque part les pertes qu'il pourrait y avoir. On travaille un petit peu sur justement optimiser le fonctionnement hydraulique des canaux en limitant donc les pertes. Donc, en économisant sur les canaux, en économisant, en limitant les pertes aux exutoires. Notamment, aujourd'hui, on a estimé à peu près à 100 millions de mètres cubes quand même qui arrivent aux exutoires. Voilà, et en limitant donc la hausse des prélèvements. Et une dernière stratégie un petit peu qui dit d'effort partagé, où quelque part, finalement, tout le monde met un peu la main à la pâte, donc on limite justement les pertes en recharge artificielle. On fait un effort pour optimiser justement le fonctionnement hydraulique des canaux et leur performance. Voilà, on fait des efforts pour limiter les hausses de prélèvements et surtout optimiser les prélèvements existants déjà, donc avec des économies d'eau. Voilà un petit peu tous ces scénarios-là, donc ils ont été testés donc dans le modèle. Donc par rapport à la situation actuelle, donc vous pouvez voir sur le schéma de tout à gauche. Donc c'est un petit peu, disons, la simulation de référence, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est l'état actuel. Donc c'est l'état actuel. Aujourd'hui, on voit qu'on est sur des états de tension neutres, un petit peu tout est en vert sur l'ensemble des usages. Et puis, on va regarder finalement chaque schéma, chaque stratégie de gestion, un petit peu ce que ça pourrait avoir comme conséquence, comme avantage et comme inconvénient. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la stratégie d'inaction, donc elle induit un déficit sur la ressource de 90 millions de mètres cubes par an. Donc, voilà, donc des conditions de prélèvement qui sont quand même dégradées. Donc, sur les captages AEP publics, donc les plus vulnérables, sur l'AEP privé, on se retrouve à des intentions assez importants et donc sur les zones humides également. Voilà, et donc je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi tout un volet donc là, on est quelque part sur de la gestion un petit peu en régime permanent, on va dire, mais aussi on a tout un volet gestion de crise. Donc en cas de crise, qu'est-ce qui peut se passer? Et là, on voit que sur ce scénario-là, on a très très peu de résilience face à des épisodes de sécheresse qui vont de toute façon nécessairement arriver. En réduisant un petit peu les objectifs environnementaux, donc on permet de limiter le déficit à 60 millions de mètres cubes par an. Après, ça veut dire que du coup, on abandonne quelque part des zones humides. Donc on dit, on s'en occupe pas, on regarde pas ce qui peut se passer sur ces zones humides-là. Donc, ça nécessiterait quand même ce scénario-là, un accompagnement de toutes les personnes donc, qui ne sont pas raccordées au réseau aujourd'hui, et donc l'habitat diffus. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même se poser la question dans ce genre de scénario-là sur finalement quelque part si demain, du coup, on a tous les gens qui ne sont pas raccordés au réseau et il y en a pas mal dans l'accro, comment on fait? C'est-à-dire que est-ce que du coup chacun de ces gens-là ils doivent recréer un forage plus profond, chercher de nouvelles ressources, tout ça. Est-ce qu'on doit leur amener le réseau? Enfin, combien ça coûterait tout ça? Donc voilà, c'est des questions quand même à se poser. En termes, donc, la stratégie de conservation, donc, on limite le déficit à 26 millions de mètres cubes par an. Donc ça permet, c'est un développement socio-économique qui, du coup, permet le maintien des prairies. Donc, disons, un aménagement du territoire un petit peu guidé, dirigé, justement pour vraiment prendre en compte complètement la ressource en eau. Et donc, ça sous-entend également de compenser à 100% toutes les pertes de recharge qu'on pourrait avoir. Puis on voit que du coup, là, on commence à arriver sur des attentions donc, qui ne sont pas neutres, mais qui sont quand même limitées. Et puis le dernier scénario qui, lui, du coup, permet de limiter du coup, ce déficit à 11 millions de mètres cubes par an. Donc, quelque part, par rapport aux chiffres qui étaient annoncés, donc sur, par exemple, les 20 millions de mètres cubes qu'on perd par le changement climatique. Donc là, on est vraiment résilient face à ce changement climatique. Donc, c'est quand même un scénario qui est quand même intéressant.
Voilà, parce que du coup, on se rend compte que il n'y a pas de fatalité, enfin, qu'on a la main en tout cas sur l'accro pour essayer d'avancer et d'être résilient face à ça. Donc, par contre, ça sous-entend du coup voilà, pas mal de travail. Donc, pareil, sur le développement socio-économique, l'urbanisation du territoire. On ne dit pas de ne pas le faire, de mettre le territoire sous cloche, mais de faire les choses voilà, de manière à préserver vraiment la ressource et de compenser, tout ce qui pourrait être fait en termes de perte de recharge et voilà, de travailler sur les économies d'eau, sur les réseaux, voilà, toutes ces choses-là. Donc, on voit qu'aujourd'hui, donc les élus du territoire, aujourd'hui, ils ont 4 scénarios sur la table. Donc, ce qui nous manque aujourd'hui, donc là, moi, je vous présente des chiffres, des déficits donc de 90 millions de mètres cubes. On pourrait limiter ça à 11 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, donc ces chiffres-là, ça reste des millions de mètres cubes. Derrière, il faut y mettre des euros. Voilà, ou combien coûterait tel scénario, combien coûterait celui-ci. Donc ça, c'est quand même des choses assez importantes pour les élus qui décident, voilà, dans les décisions. Donc aujourd'hui, donc on est entre guillemets, voilà, c'est un peu l'heure des choix, on va dire, aujourd'hui pour 2050. Donc avec des impondérables, donc voilà, des dotations en eau depuis la Durance qui seront amenées à être réduites, mais on peut, comme je le disais, quelque part, on peut s'y adapter. Voilà, des changements climatiques, donc on a évoqué, puis aussi voilà, des économies d'eau à réaliser, voilà, c'est déjà le cas, mais vraiment des choses sur lesquelles il faut insister et être, voilà, et être assez voilà, vigilant et travailler. Donc aujourd'hui, donc cette étude synergie, quelque part, ça a un peu posé le cadre aux futurs sages donc de l'accro et donc aux questions qu'on va devoir se poser dans le cadre de ce futur sage et auquel, du coup, quelque part, l'ensemble des parties prenantes vont peut-être être amenées à prendre des décisions. C'est-à-dire que est-ce qu'on accepte un petit peu de limiter, est-ce qu'on s'engage à limiter la perte des surfaces de prairies irriguées? Donc, ça veut dire, en gros, ça veut dire indirectement, voilà, on s'engage à préserver la recharge artificielle de la nappe. Voilà, et donc ça passe par justement la filière foin de croc et le soutien de la pérennisation de cette filière-là. Donc, on peut se poser la question, effectivement, hein, aussi, de est-ce que quelque part, on conserve ces zones humides qui dépendent de la nappe, qui ont été créées par elle aujourd'hui, mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est des milieux qui sont quand même protégés. Donc, voilà, on peut se poser ces questions-là. L'accès à l'eau des habitats isolés, on en parlait, hein, combien ça coûterait si la collectivité devait tirer des kilomètres et des kilomètres de tuyaux pour alimenter en eau des habitats voilà, qui sont assez loin aujourd'hui des adductions, des réseaux d'adduction. Voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui, finalement, par rapport aux activités agricoles qui prélèvent de l'eau dans la nappe, aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on les maintient? Donc ça, c'est des questions à se poser. Ou est-ce qu'on se dit, peut-être sur le territoire, il faudrait limiter les pratiques agricoles qui viennent de prélever de l'eau. Voilà, et comment on fait pour gérer les épisodes de sécheresse? Donc, il n'y a pas de réponse unique à toutes ces questions. Donc voilà, il y a des solutions techniques et financières à rechercher, des discussions à avoir avec l'ensemble des acteurs. Mais voilà, en termes de conclusion, du coup, c'est vrai que nous, on est assez contents d'avoir mené cette étude-là parce que on voit qu'aujourd'hui, voilà, sur les territoires, on peut en étant voilà avec de la volonté, on peut arriver à être résilient face au changement climatique en tout cas sur le territoire de l'Accro. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, mais voilà, il n'y a pas de fatalité. Voilà, donc cette étude-là, c'est vrai que c'est important de le souligner, donc a été accompagnée financièrement et techniquement donc par l'agence de l'eau, la région, le département. Donc j'ai parlé de l'UMR-MA, donc le partenariat avec cette unité de recherche qui nous a permis de mener cette étude-là parce que du coup on a eu un outil très très performant à disposition pour la conduire. Voilà, et merci de m'avoir écouté.